Bonjour, je suis Mariette Frank. Je représente la Fédération pour l'environnement durable. Ma présentation ce matin mettra l'accent essentiellement sur les objectifs et les dangers des mines d'uranium. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je fais une présentation sur les mines d'uranium, parce que l'uranium est un sous-produit de l'or et les résidus sont des résidus uranifères. Les résidus d'or sont des résidus uranifères. On voit ici la Fédération pour un environnement durable. C'est une fédération d'organisations communautaires et sociales. Il y a aussi d'autres éléments. Moi, je vais mettre l'accent sur la réalisation de l'article 24 de notre Constitution, la Constitution d'Afrique du Sud, qui est la base de toutes nos lois, le droit à un environnement qui est non nuisible pour le bien-être et la santé, et aussi à un développement durable et écologique et qui aussi justifie le développement économique. On voit le secteur sur lequel je vais mettre l'accent, c'est le secteur en rouge, et ce secteur est au cœur du développement économique d'Afrique du Sud. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce secteur, il y a le NAFCO, c'est-à-dire le plus grand producteur d'oxyde d'uranium est situé là, ici. Et ce secteur où il y a eu, après la guerre froide, le plus grand producteur d'uranium pour les États-Unis, l'Allemagne, le Canada. Ce qui était intéressant aussi de voir, c'est que les résidus d'or contiennent une teneur très élevée d'uranium. Et en fait, plus que du vrai résidu d'uranium, les résidus d'or. On a découvert par le Bureau environnemental d'Europe et par l'Agence de protection de l'environnement que les résidus miniers sont les deuxièmes risques en importance pour le réchauffement planétaire. C'est parce qu'il y a souvent des impacts irréversibles sur les écosystèmes. En Afrique du Sud, les mines d'or et l'uranium créent 47 de tous les résidus miniers. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que par conséquent, de la nature d'uranium de ce gisement minier, il y a des teneurs très, très, très élevées de concentration d'uranium dans ces résidus. Et aussi de radionucléides comme le radium, et aussi nous avons le radon et d'autres éléments. Donc, dans ces bassins miniers, je vais vous donner un aperçu. C'était une période qui est exploitée pendant 150 ans presque par plus de 120 compagnies minières qui a créé le plus grand bassin d'uranium et d'or au monde, qui est inondé avec du drainage minier acide contenant des éléments toxiques et acides. Il y a 43 tonnes d'or qui ont été extraits pendant 100 ans et 73 tonnes d'uranium entre 1953 et 1995. Donc, ce bassin a donné lieu à des résidus qui contiennent 600 000 tonnes de résidus qui vont continuer de générer aussi de la radioactivité pendant des années et des années. Et il y a aussi 600 000 tonnes d'uranium
qui représentent des risques géologiques, pas seulement géologiques, écologiques, mais aussi sur tous les plans. Donc, l'uranium est toxique, radioactif, avec une toxicité qui domine évidemment par rapport à ses impacts radioactifs. Ça entraîne également 6 000 carrés de sol contaminé. Voilà les éléments de base dans ce bassin de Watershand Mining qui est au bassin central, le bassin de l'Ouest, qui sont maintenant inondés avec une eau minière acide et elle contient des radionucléides. À mesure que l'eau surmonte le bassin, elle s'échappe et ce sont des puits ouverts qui représentent un risque pour des communautés dans ces régions et aussi le radon cause le cancer du poumon. Aussi, ça a un impact dévastateur sur les écosystèmes, sur les systèmes d'eau et les bassins versants. Bon, alors peut-être que vous connaissez le drainage minier acide. Alors, ça a été reconnu en Afrique du Sud comme étant un phénomène depuis 1993. En Afrique du Sud, c'est un pays où il y a peu d'eau potable. Alors, ces écoulements d'eau de ces bassins souterrains, c'est comme si c'était une nuisance. Ça s'écoule rapidement, le plus rapidement possible. Maintenant, par conséquent, ça a entraîné ces bassins à cause des drainages miniers acides. Ils contiennent des métaux toxiques comme le cuivre, le zinc, manganèse, aluminium, l'arsenic et également des métaux radioactifs. Outre le fait que le drainage minier acide stabilise les métaux dans le fond, c'est à cause de la pollution et aussi ça entraîne un écoulement, aussi une exposition au drainage acide, des cancers de la peau, les systèmes neurales des fœtus et aussi j'ai utilisé ces citations et ces éléments de rapports révisés par des pairs sur des études environnementales et aussi des choses qui sont basées sur des éléments pris en contexte. Voici l'impact du drainage minier acide à cause des radionucléides dans les systèmes, dans les bassins versants. Ici, vous voyez le lac Robinson. Le lac Robinson, à la suite de l'écoulement des eaux acides, est un endroit avec radioactif et il y a 40 000 fois plus de niveau de radioactivité. C'est une réserve d'eau et vous voyez ici, c'est un endroit où on voit les plans d'eau où les hippopotames vont. C'est radioactif et c'est toxique. Ça entraîne aussi le fait que certains animaux, ici, vous voyez les hippopotames, sont couverts d'éléments toxiques et de dépôts et aussi de boue radioactive. Aussi, bon, ici, c'est une des réserves où les drainages acides s'écoulent. Vous voyez en jaune. Maintenant, c'est une rivière de classe 5 parce que c'est irréversible. Tous les écoulements, vous voyez ici sur la photo, il y a des métaux qui sont précipités et qui sont situés au bas de la rivière. Et ces métaux ici ne sont pas sous forme soluble de façon permanente. Ils peuvent être remobilisés, solidifiés dans des conditions comme sous forme d'acidification. Et vous voyez ces métaux qui s'encroutent dans tous les systèmes de rivières et aussi dans ces endroits. Ils contiennent des métaux toxiques, des métalloïdes et aussi d'autres métaux actifs. En fait, ce qui transporte l'eau, ici, vous voyez sur les tubulures, ça précipite et ça solidifie dans les tuyaux. Vous voyez ici aussi l'écoulement sur le sol. Il s'encroute dans le sol et se couvre de résidus de métaux. Une photo que j'aimerais vous montrer ici, le traitement actuel par le gouvernement d'Afrique du Sud du drainage minier acide.
Alors, voyez le processus des boues acides. Les métaux passent de forme soluble à forme solide. Ils ne disparaissent pas de l'environnement. Ces métaux contiennent aussi de l'uranium et d'autres produits. Et ces métaux sont écoulés dans d'autres endroits. Vous voyez ici, ces puits sont reliés à des bassins souterrains qui contiennent aussi de l'eau, des sources d'eau souterraines. Alors, les métaux ne reviennent. 20 de ce qui est là dans ces puits s'en vont dans l'eau souterraine. Vous voyez ici des secteurs qui montrent les dépôts de métaux ou de minéraux et aussi les croûtes de sulfate. Ces croûtes qui contiennent 1100 mg par kilogramme d'uranium et qui sont très solubles. Alors, ils se drainent dans les systèmes, dans les cours d'eau. Ce sont des puits de résidus ici qui sont une source de poussière et de contamination. Voici des poussières près de West Rand, qui est une zone minière. 42,24 tonnes de poussière de résidus par jour s'écoulent dans l'environnement. Alors, à la suite de ça, il y a 10 tonnes d'uranium en particules qui sont transportés par l'eau des précipitations jusque dans les cours d'eau. C'est sur les pâturages, le sol et aussi dans l'eau. Ça se dépose. Je pense qu'il y a aussi, tout le monde le sait, je ne vais pas me tirer là-dessus, mais probablement que vous le savez que si on respire des particules d'uranium de 2,5 microgrammes, ces particules accèdent au système sanguin et ont un impact toxique. En ce qui concerne les particules qu'on ne peut respirer, 2,5 microns, moi, je vais en parler de ces microgrammes. Elles sont respirées, mais étant donné que le système de digestion est plus puissant que le système pulmonaire, il le décompose et ça se stocke dans les os parce que l'uranium s'incruste dans les os. Maintenant, qu'est-ce qui est mentionné ici? C'est en fait ce que notre agence de réglementation a découvert dans un rapport, c'est-à-dire le principal contaminé, le cheminement physiologique, c'est l'inhalation et l'ingestion des poussières d'uranium et le dépôt de ces poussières. On a découvert qu'il y a des développements inappropriés pour l'instant, faits aussi par le gouvernement et qui, avec ces développements, sont près de dépôts d'uranium. On a découvert par le Chamber of Mines qu'il ne devrait pas y avoir de développement résidentiel dans les 500 mètres d'un dépôt de résidus d'uranium. Alors, probablement, ça, c'est le lieu le plus photographié. Ça a été pris il y a 2 mois. Ça fait la une d'un magazine. Ce développement est là depuis 1997 sur un terrain hautement radioactif et toxique. Il y a 13,14 MSVA. Donc, ça, c'est des Sylvain, mais la norme est des micros. Alors, vous voyez, c'est pas le seul endroit où c'est radioactif. Alors, il y a 800 000 personnes qui vivent là et qui sont en danger et sont très vulnérables à certaines maladies chroniques. Alors, voici près de la mine d'or et d'uranium, vous voyez
voyez ici où sont les métaux. En foncé, en noir, ce sont les habitations et les zones urbanisées en gris pâle. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités. Certains des résidus aussi sont utilisés pour la fabrication de briques. On a découvert, le département de ressources minérales, on a découvert que dans les grands endroits, dans les endroits industriels de Johannesburg, il y a beaucoup de radioactivité parce qu'on utilise des résidus uranifères pour fabriquer des briques. Alors ça veut dire que les gens sont hautement exposés. Certains aussi des montrent ici, vous voyez un barrage d'irrigation, Andreas Coetzee. Derrière, les niveaux d'uranium est de 1 mg par kilogramme d'uranium. Ici, en 900 mg par kilogramme d'uranium. Il y a aussi d'autres barrages asséchés qui contiennent un niveau très élevé de radioactivité. Ici, vous voyez derrière développement résidentiel sur le bord de ce puits. La limite réglementaire dans le sol, c'est de 500 BQ par kilogramme. Mais ici, là, sur ces lieux, c'est de 10 000 à 100 000 BQ par kilogramme. Alors, il n'y a aucun panneau d'avertissement. Et peut-être que pendant que je parle, est-ce que quelqu'un veut me donner le sac qui est là, s'il vous plaît? J'ai apporté des échantillons. Ça m'a coûté de l'argent parce que c'est lourd, alors j'ai payé un supplément pour des bagages. Alors, voici un sondage radiométrique aérien et qui montre la radioactivité. Alors, voyez des résidus radioactivité. Vous remarquez que ces secteurs sont hautement populés, sont densément peuplés. Et il y a beaucoup de radioactivité. Les colonnes de radioactivité d'écoulement ici montrent une élévation aussi très haute de radioactivité. Vous voyez ici l'élévation de radioactivité. Par contre, il y a beaucoup de communautés qui utilisent aussi ces résidus pour manger. Alors, c'est une pratique assez courante. J'ai apporté de certains de ces résidus. Vous voyez ici, ça, c'est mangé par les enfants, les femmes enceintes. Et on le fait très souvent et ça contient beaucoup de métaux toxiques et radioactifs. Il y a de l'eau aussi radioactive qui s'écoule sur ces métaux, les roches, parce que les métaux qui se précipitent là-dessus se solidifient. Je veux simplement vous mentionner que beaucoup de métaux sont dans les sédiments du système des rivières et ils peuvent être remobilisés et remis en état soluble. On a découvert aussi à l'Université de Northwest que l'eau de ces rivières dans les zones d'exploitation minière contiennent des niveaux 400 fois plus élevés que la norme réglementaire. Alors, voici mes dernières diapos. En Afrique du Sud, il y a une réclamation de certains terrains. Alors, c'est une option environnementale si l'uranium et l'or ne peut être enlevé, si les résidus peuvent être confinés de façon sécuritaire, on préfère que ce soit souterrain. C'est la responsabilité des compagnies remise en exploitation de ces sites n'est pas complétée à cause du manque
de fonds et il y a des empreintes de radioactivité pour l'instant. Les développements résidentiels ont ces empreintes de réhabilitation. Vous voyez aussi les déversements qui s'écoulent ici dans des sites écologiques, dans des bassins versants. Les écoulements ici, il y a des chèvres noires qui sont dans des zones d'écoulement. Ce sont les zones où il y a des Autochtones. Derrière, vous voyez des résidus. Ils doivent survivre sur des terrains qui sont hautement radioactifs et toxiques. Ici, vous voyez que les gens ont des bestiaux, mais ils n'ont pas les fonds pour contrer ces écoulements aussi d'oléoduc. Ça représente aussi une accélération de ces formations. Et voici ma dernière diapo. Vous voyez ici les mines d'or de plus de 150 ans en Afrique du Sud. Ça n'a pas été avantageux en Afrique du Sud. En fait, tous les impacts ont été remis entre les mains des communautés. Ceux d'entre vous qui voulaient utiliser Twitter, c'est le mot-clic, c'est Uranium 2015. Bonjour. Je viens de Londres. Je suis canadien et très fier d'être canadien. Et je suis très heureux de revenir ici au Québec et au Canada. Je veux donner mes remerciements à Eric et Dale et Gordon et spécialement à Hugo pour avoir organisé une très, très grande conférence. Mais bien que je suis bilingue, il faut que je parle en anglais, malheureusement, pour ma lecture. Les mots scientifiques sont difficiles. OK. I hope you don't mind. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. J'ai choisi de parler du réchauffement climatique et si l'énergie nucléaire était une réponse à cela. C'est un enjeu assez important. Pourquoi? Parce que les gouvernements, dans les journaux et ailleurs, même certains de mes anciens amis pensent encore que le nucléaire fournit une réponse. Parce que je travaillais avec Greenpeace Canada et 7 ou 8 de mes anciens collègues soutiennent maintenant et appuient le nucléaire et je trouve que c'est difficile à accepter. J'ai donc étudié un peu cela afin de comprendre qu'est-ce qui était sous-jacent à cela. En réalité, la réponse rapide, c'est que le nucléaire est probablement la pire façon de contrer le réchauffement climatique. La première question, à quel point est-ce que le carbone, l'énergie nucléaire est sans carbone plutôt? Rapidement, je vais vous montrer cette diapositive. On voit qu'il y a environ 9 ou 10 étapes dans le traitement de l'énergie nucléaire et que chacune utilise des carburants combustibles, surtout les 5 premiers, qui traitent de l'extraction, de la fabrication. Si on regarde la construction et le déclassement aussi, la traite des déchets, ils ont des empreintes carbone très lourdes.
La plupart des gens, la plupart des journalistes dans les gouvernements ne regardent que les opérations du réacteur et disent « Ah, voilà », c'est comme si c'était une solution. Mais en fait, c'est plus complexe. Comment les prenons-nous toutes en compte? Eh bien, on regarde les analyses des cycles de vie du nucléaire, les LCA. Ce sont des études complexes. D'ailleurs, dans les 10 dernières années, il y en a eu environ 300 de publiés. La plupart ne méritent même pas le papier sur lequel il est imprimé parce que c'est de la propagande pour l'industrie nucléaire. Et c'est assez troublant de le constater. Il y a environ 8, je crois, rassemblés qui valent la peine. Ce que montrent ces LCA, ces analyses, ces cycles d'analyse, c'est que les émissions de CO2 dépendent surtout de la qualité du minerai extrait, d'uranium extrait, du type, de la méthode d'enrichissement et la méthode de traitement des déchets dans l'avenir. Il n'y a pas vraiment de méthode type pour stocker les déchets. Il faut donc faire prendre que j'aimerais que vous compreniez, c'est que dans certains scénarios, l'énergie nucléaire produit plus de dioxyde de carbone que les méthodes conventionnelles. Et d'ailleurs, certains de ces chercheurs reconnaissent que les usines de nucléaire produisent moins d'énergie qu'elles en consomment dans leur cycle de vie. En d'autres mots, c'est ridicule. Ils consomment donc plus d'énergie pour produire de l'énergie en bout de compte. C'est une diapositive détaillée, mais rapidement. Voici 8 LCA, analyse de cycle de vie du nucléaire. Les meilleures analyses que je peux recommander. L'axe des Y montre les grammes de dioxyde de carbone produits par kilowattheure. Un barrage hydroélectrique produit 4 grammes de CO2 par kilowattheure. La Commission britannique recommande que toutes les nouvelles sources d'électricité plutôt devraient respecter cette limite de 50 grammes de CO2 par kilowattheure. En d'autres mots, il y a 4 types d'énergie, d'analyse qui vont au-dessus de 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Ce que je peux vous dire, c'est que ces 4 qui sont en dessous, nucléaires, sont basés sur des analyses questionnables. Voici un graphique un peu plus facile à comprendre qui démontre les différents types de façons de produire de l'électricité. Et voici les grammes de CO2 par kilowattheure. En moyenne, les réacteurs nucléaires produisent 66 grammes de CO2 par kilowattheure. Et on voit que c'est en fait plus faible que beaucoup d'autres types. Mais ce n'est pas aussi bon que toutes les autres énergies renouvelables. Cette présentation sera disponible tout de suite après. L'élément clé que je recommande sont ces 3 études indépendantes, de Sovacool 2 fois et de Barnum en 2015. Ce sont les 3 meilleures études. La majorité de l'information que je présente proviennent de ces 3 études. Même si l'on accepte que le nucléaire produit de façon réduite du CO2 et est assez efficace,
Est-ce qu'elle est vraiment abordable? Est-ce que c'est une façon abordable de produire de l'électricité? Eh bien non, pas vraiment. Il faut comparer les 4 autres formes. Voici un tableau de Emery Lovins. Difficile à lire. Le message clé, c'est qu'ici, on a le nucléaire et les autres alternatives à droite. Ce sont les grammes de dioxyde de carbone pour chaque dollar dépensé pour le produire. De façon assez claire, les alternatives, les renouvelables, sont beaucoup plus abordables que le nucléaire. Si on dépense de l'argent pour réduire du CO2, il faut s'y prendre avec les autres façons. C'est le message clé. Mais il y a d'autres raisons pourquoi l'énergie nucléaire n'est pas une excellente façon de réduire le CO2. L'énergie nucléaire a des coûts de construction et de génération très élevés. Si on regarde une grande installation en Grande-Bretagne, il y a une usine qui s'appelle Hinkley C, proposée par le gouvernement. Ils vont dépenser 48 milliards de dollars canadiens, ce qui est assez déroutant. Ça représente 2 fois plus que les Jeux olympiques en 2012 que le gouvernement a mis sur pied. On pourrait avoir 2 Olympiades pour cela. Il nécessite donc d'énormes subventions gouvernementales. Voici un tableau démontrant les coûts de construction qui augmentent pour les installations nucléaires. D'un autre côté, les énergies renouvelables vont dans la tendance différente. Ils dégringolent. Le photovoltaïque, le prix des photovoltaïques qui est associé à ces batteries a vraiment dégringolé. Le résultat, l'énergie nucléaire n'est pas dans une renaissance, c'est dans une rechute plutôt. Les journalistes qui continuent de clamer que le nucléaire est abordable et vert, eh bien, détrompez-vous. Et voici un tableau assez récent, produit cette année. En rouge, c'est au Canada. Et en bleu, c'est aux États-Unis. Les récents retraits du nucléaire, les fermetures, etc. Ce ne sont pas des preuves d'une industrie qui est en pleine croissance. Non, c'est plutôt une industrie en déclin massif. Quelques petites choses. Siemens, une corporation multinationale, en 2008, cette compagnie s'est retirée totalement du domaine nucléaire. Pour qu'une aussi grosse multinationale fasse un tel geste, c'est comme si General Electric ou l'hydroélectricité de l'Ontario se retiraient totalement d'une industrie. Et c'est surprenant. Au Canada, OPG a annoncé qu'ils allaient fermer Pickering en 2020. Mais je crois que cela va se produire bien avant. En 2013, le gouvernement de l'Ontario s'est retiré d'un projet à Darlington. Bien sûr, aussi à Québec. Au Québec, en 2012, le gouvernement a annoncé qu'il n'allait pas restaurer la centrale Gentilly 2, mais plutôt la fermer. Ce n'est pas seulement le coût de construction du nucléaire qui est prohibitif, c'est aussi le coût de génération. Et ils sont très élevés. Tout cela est dû surtout aux
coût très élevé du capital lors de la construction. Un autre tableau emprunté démontrant le coût de génération des sous par kilowattheure. Ce sont les coûts de génération en cents par kilowattheure. Le nucléaire est le plus cher. Les énergies renouvelables sont beaucoup plus abordables. Un excellent tableau ici de nos amis qui démontre les coûts de production d'électricité qui augmentent beaucoup pour le nucléaire, alors que les coûts du solaire, du photovoltaïque, diminuent rapidement. Tel que mentionné, nous ne sommes pas vraiment au milieu d'une renaissance du nucléaire. Durant la dernière décennie, environ 30 gigawatts de capacité nucléaire ont été fermés. En même temps, 70 gigawatts et 70 gigawatts d'éolien et de solaire et de thermique ont été installés. L'effet n'est pas souvent mentionné sur les emplois. Des diapositives pour le ministère de l'Environnement en Allemagne. Ce graphique démontre le nombre d'emplois de 2005 à 2013 qui augmente. C'est maintenant beaucoup plus élevé. Les autres formes de production d'électricité sont beaucoup meilleures. En conclusion, le nucléaire contribue très peu à la réduction du CO2. Il y a des options beaucoup meilleures pour des coûts plus abordables et des options beaucoup plus sécuritaires. Dans quelle direction? Eh bien, en Allemagne, en Suisse, l'Italie, c'est des parties du nucléaire. Siemens et autres multinationales quittent ce domaine. Les différentes installations comme Gentilly 2, Pickering vont fermer d'ici 2020 et d'autres États s'en dissocient aussi. Nous voulons un futur renouvelable. Et voici les références pour les gens dans le domaine. Merci beaucoup. Dr. Ellen Caldicott, please. Thank you very much. Merci beaucoup. J'aimerais remercier les organisateurs de la conférence, surtout George Goa, pour avoir organisé un événement de grande importance, surtout au Canada. On a entendu dire que les premières armes nucléaires ont été initiées par le Canada parce que l'uranium et le plutonium venaient de mines canadiennes d'uranium. Ces produits chimiques, il faut que ce soit fermé. Il faut que ce soit fermé pour des raisons de santé publique. De quoi il est question aujourd'hui? On parle de santé publique et je vais vous lire un peu ce que je ressens comme médecin. Moi, je dois évaluer des patients. Je prends tout l'historique médical, je fais un examen physique et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. La planète est en soins intensifs. C'est suivi par des tests de laboratoire qui me mènent à un diagnostic. Un bon traitement suit quand on diagnostique la maladie et évidemment identifier. Il est très important que les principales maladies soient soignées et qu'on ne soit pas distrait par d'autres plaintes ou questions périphériques.
Si je regarde d'autres perspectives médicales, il y a beaucoup d'enjeux auxquels le monde fait face aujourd'hui, mais il faut sélectionner les risques les plus graves pour des raisons de survie. C'est facile d'être distrait par d'autres menaces moindres. Il faut éviter cela. Comme médecin, je vois la présence de guerres nucléaires et d'autres éléments qui menacent tous les humains d'extinction. Et ce qui est le plus grave, ce sont les politiciens qui ne sont pas conscients de la nature de cette menace pour l'existence. C'est une forme de maladie. Ici, on parle d'uranium. On parle aussi des Autochtones. Moi, je viens d'Australie, où il y a de l'exploitation de mines d'uranium sur des terrains, des terres autochtones. Il faut donc, on veut amener les résidus radioactifs en Australie parce qu'on se dit, ah oui, on va tellement faire d'argent, on va ramener ces résidus radioactifs sur les terres autochtones. L'électricité va devenir gratuitement. On peut utiliser le plutonium de ces déchets radioactifs pour alimenter des réacteurs qui sont inefficaces et qui explosent quand ils sont explosés à l'air, ces réacteurs. Bon, alors tout sera vraiment merveilleux dans le meilleur des mondes. Et c'est une nouvelle politique qui se développe maintenant en Australie. Ces gens, en fait, sont fous, F-O-U, parce qu'ils menacent non seulement eux, mais les Autochtones et la planète. L'uranium dans les réacteurs, c'était l'uranium d'Australie. On tue des gens. Et on a plus de 100 enfants ont développé des cancers, mais probablement plus, parce qu'il y a un secret au Japon où tous ceux qui déclarent ce qui se passe à Fukushima peuvent être emprisonnés pour une période de 10 ans. Les médecins, on leur a dit de ne pas dire aux patients que les symptômes sont reliés à la radiation. Non, c'est la situation la plus obscène en médecine que j'ai jamais connue au long de ma carrière médicale. Bon, je veux vous dire ce qui se passe au niveau des armes nucléaires. La plupart des gens ne comprennent pas, savent pas ce qui se passe. Il y a 16 400 armes nucléaires, des bombes d'hydrogène. La Russie, l'Amérique, l'Israël en a 200-400 bombes parce que, évidemment, il y a eu des révélations à ce sujet. Donc, au lieu de se concentrer sur les véritables terroristes qui sont l'Amérique et la Russie qui vont exterminer la vie sur la planète. Ils pointent du doigt la Corée du Nord, l'Iran, où il y a des activités. Si vous menacez des rats dans une cage, ils vont s'échapper, ils vont faire des choses qui n'ont aucune pertinence. Ce qui nous menace, c'est l'Amérique et la Russie. Et la véritable menace actuellement, c'est la situation en Ukraine créée par les États-Unis et les Victoria, Robert Hagan et d'autres, leurs partenaires. Ce qu'ils ont fait, c'est d'organiser un coup en Ukraine. C'est organisé par l'Amérique et les États-Unis qui veulent se débarrasser d'Yanukovych, qui était le président élu par le système démocratique, et il s'est sauvé en Russie après la situation qui s'est produite où il y a eu un soulèvement énorme orchestré par les gens de l'extérieur. Maintenant, il y a Poroshenko qui est une marionnette des États-Unis. Et moi, bon, je me demande qu'est-ce qui se passe. Regardez l'histoire. Saddam Hussein, qui a travaillé pour la CIA depuis qu'il avait 21 ans, et beaucoup d'entre eux
Le Shah d'Iran aussi était une marionnette des Américains. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens à l'est de l'Ukraine ne voulaient pas se joindre au nouveau régime parce que le nouveau régime est coordonné avec l'Union européenne et l'AMF. Et ce qu'ils font, ils disent, nous, on veut faire de l'argent. Alors, il faut que tu serres ta ceinture, tout ce qui est gratuit, les pensions, les régimes médicaux, on va tout fermer ça. Et les gens de l'Ukraine, du parti de l'Ukraine, ne voulaient pas se joindre à ça. Ils se sont soulevés. Et peut-être que la Russie leur donne des armes, mais les Américains aussi leur donnent à Poroshenko et ses alliés nazis. Et beaucoup de personnes qui travaillent à Poroshenko sont des anciens nazis qui vraiment sont des militants et aussi violemment antisémites. Afin de lutter contre les Européens de l'Est, le New York Times maintenant, qui veut qui a orchestré la guerre en Irak en publiant à la une l'article de Milden, a dit qu'elle avait des armes de destruction massive, ce qui était faux. On dit qu'ils sont les méchants. Il faut maintenant être prêt à lutter contre Poutine. Maintenant, le seul problème, ce sera un holocauste nucléaire. Il y a 10 bombes à l'hydrogène qui visent New York à l'instant où je parle, 60 sur Washington, D.C., 60 qui pointent Moscou et la plupart des grandes villes d'Angleterre, d'Europe, de Russie, de Chine, qui est visée par les États-Unis depuis la guerre froide. Le Canada, et vous faites partie de NORAD, du système d'alerte précoce, vous êtes au milieu. Les villes, il y a au moins une bombe à hydrogène. Aux États-Unis, au Japon et à l'Australie aussi sont visés. La guerre nucléaire se terminerait en 1 heure. Quand les armes sont lancées, alors ça prend 1 heure et les autres pays lancent leurs armes et tout est terminé au bout d'1 heure. Une bombe à l'hydrogène sur Québec à cause d'une erreur ordinateur ou enfin ça arrive, les erreurs, ou par erreur humaine, ou par des gens qui deviennent fous, comme ce pilote de Germanwings qui a frappé une montagne. On suppose que les humains sont infaillibles et tout à fait rationnels. Mais si vous regardez la course à l'arme nucléaire, les humains sont fous. Surtout les hommes qui sont en contrôle de ça, je dois avouer. Et mon prochain livre, ce sera « Pourquoi les hommes tuent et pourquoi les femmes les laissent faire ». Je ne comprends pas pourquoi on tue. Comme médecin, j'ai passé ma vie à sauver des vies. Alors, comment est-ce qu'on peut tuer, s'entretuer? Comment on peut se permettre de faire ça? Et là, on apprend à détruire la vie dans l'univers. Peut-être les algues, les coquerelles vont survivre. Mais nous avons une guerre chaude, pas une guerre froide, où là, maintenant, il y a des exercices de guerre nucléaire partout en Russie. Les États-Unis font des exercices de guerre nucléaire. Maintenant, en NORAD, qui fait aussi des vols au-dessus de Washington pour faire des exercices. Poutine a relevé son état nucléaire à une alerte élevée. Alors, en septembre 2011, c'était le niveau 5 d'alerte. Il y a 4, 3, 2 et niveau suivant, on appuie sur le bouton. Il y a des centaines d'armes et beaucoup, il y en a qui, des gens qui dorment sur le travail, souvent les téléphones ne fonctionnent pas, il y a des choses périmées, désuètes. Alors souvent, il y en a qui s'ennuient, qui sont dans un silo et qui attendent pour fusiller le monde.
Il y a beaucoup de façons dont la guerre nucléaire peut se produire, mais avec cette situation très élevée entre les Russie et les États-Unis, il faut se faire confiance parce que là, on est sur la voie de l'aliénation nucléaire. Alors, si une bombe tombait ici sur l'hôtel Delta, dans la ville de Québec, ça va arriver 20 fois la vitesse du soleil, vous ne l'entendrez pas venir, et ça va exploser ici avec 6 fois la chaleur du centre du soleil. Et il va y avoir un trou, un quart de mille de large, et la terre, les édifices vont se relever comme un nuage en forme de champignon. 5000 d'ici, dans toutes les directions, toutes les personnes seront volatilisées, transformées en gaz, vaporisées. Et à Fukushima, il y avait un éclair et cet homme qui était près du ciel bleu a vu cet éclair. Alors, tout le monde sera brûlé. Il y aura des brûlures au 3e degré, des gens qui seront projetés à l'extérieur des édifices avec des vents de 100 000 à l'heure qui les projetteront partout. Des morceaux de verre qui vont survoler et décapiter les gens. Tout le secteur sera engouffré dans ces cendres et tout le monde sera brûlé, même si c'est au cœur de l'hiver. Alors, est-ce que c'est ça pour le Canada, toutes les universités, toutes les industries, même les services ferroviaires qui traversent les stations, tout est visé. Alors, nous sommes assis sur, en fait, l'enfer. On attend de sombrer dans les feux de l'enfer. Personne n'en parle, y compris les grands médias. Le State Department est très content de viser Poutine. Poutine, c'était pas un si bon gars, Bush non plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et le Canada en fait partie parce que vous exportez l'uranium et vous vendez les réacteurs Candu qui font du pur plutonium. Et c'est tellement facile de faire des bombes. C'est ce que l'Inde a fait avec vos réacteurs Candu et votre uranium. Et l'industrie nucléaire veut étendre ses usines partout dans le monde. Alors, l'Arabie saoudite, le Vietnam construisent tous des usines nucléaires qui non seulement produisent du plutonium qui peut durer des millions d'années, mais produisent aussi énormément de déchets radioactifs. Et il n'y a aucune façon de les confiner. Ça va s'écouler dans l'alimentation par concentré au fil du temps, causant toutes sortes de maladies, leucémie, etc. L'uranium est un minéral extraordinaire, un minerai extraordinaire, n'est-ce pas? Et comme les Autochtones disaient, il faut qu'on les laisse ça dans le sol. Eux savent comment s'occuper de la terre. Nous, les Caucasiens, on ne sait pas. Comment saisir ces personnes à Washington, dans votre gouvernement, qui sont là, qui se plient devant les autorités américaines? Comment est-ce qu'on peut gérer ces hommes qui pensent qu'il faut tuer, mais en tuant avec des armes nucléaires, ils vont détruire probablement la seule vie qui existe dans l'univers. Je ne pense pas que c'est si. Je pense que c'est quand. Parce que les choses s'enveniment tellement et on a un déni. On est comme des lemmings qui s'attroupent et s'en vont vers l'aliénation, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien comprendre ce qui se passe. Il y avait une conférence à ce sujet à la fin de février qui s'appelait la dynamique de l'extinction possible nucléaire
Aucun journaliste en a parlé. Stephen Hawking dit que l'intelligence artificielle qui vraiment évolue très vite pourrait, en l'espace de 10 ans, les ordinateurs pourraient lancer une guerre nucléaire automatiquement par eux-mêmes. Les États-Unis vont passer plus de 1 trillion de dollars au cours des 30 prochaines années pour améliorer, remplacer toutes les armes nucléaires, tous les missiles, les navires, les avions. 1 trillion de dollars. Alors, combien d'enfants crèvent de faim dans le monde actuellement? Comment est-ce qu'ils osent? Et vous savez ce qui va arriver pour Obama pour avoir ce traité dans le Congrès? Il a dit qu'il dépenserait ce trillion de dollars dans les 30 ans pour remplacer les armes nucléaires. Toutes les armes maintenant sont dirigées par des compagnies privées. Alors, c'est fou. La personne, en général, le public ne le savent pas. C'est bien de faire ça ici, mais il faut que nous diffusions ça dans les médias pour renseigner le public assis devant leur télé. Personne ne va se passer. Les politiciens ne réagissent à rien, sauf au pouvoir de personnes renseignées et des gens du pays et aussi dans le monde. Les gens sont dans l'ignorance actuellement et on marche aveuglément vers notre fin. Nous sommes une espèce très spéciale, n'est-ce pas, dans cette évolution? Est-ce qu'on va arrêter cette évolution? Sommes-nous assez intelligents pour faire la bonne chose, pour survivre? Le Canada a une énorme responsabilité. Il faut arrêter l'exploitation de l'uranium. Il faut fermer les portes aux produits chimiques. Débarrassons-nous de Harper. Vous aviez un bon premier ministre avant, Trudeau. Moi, j'ai déjà pris lunch avec Trudeau. Et vous testez des missiles cruise au Canada et la majorité des gens du Canada ne veulent pas de missiles cruise qu'ils soient testés là. Et la démocratie, vous savez, si on avait une véritable démocratie, tout le monde aurait des fusils au Canada. Alors, je ne sais plus quoi dire. Alors, maintenant, qu'en est-il des enfants? Et il a pris cette initiative de paix. C'est quelqu'un... Où sont vos leaders avec une moralité? Où sont les femmes? Où sont les femmes? 52 de la population mondiale sont des femmes. Et c'est pathétique. On devrait vous diriger. On a les bébés. On a... nous vous avons nourri, aimé. Et nous avons pris soin de vous. Oui, il y a beaucoup d'hommes bons ici, mais on a besoin d'une révolution des pensées et d'actions. Oh, je suis désolée de vous dire que nous sommes voués à la fin. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire maintenant. On est perdu. Une personne peut diriger la révolution, mais moi, j'espère... J'avais la foi dans l'Amérique et dans la planète. Dites-moi pas que chacun d'entre vous, si vous avez suffisamment de pouvoir et si vous avez des passions et si vous avez le souci de la planète et des roses qui sont sur le point de fleurir, vous ne pouvez pas mener une révolution au Canada. Il en revient à vous. Merci.